Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui vous revient en format bulle plus que pixel aujourd'hui, un format manga, un format même animé à une époque dans les années 2000, il y a pas si longtemps que ça, je parle de Elfen Lied, le manga qui est enfin ressorti, enfin même enfin sorti chez nous parce que c'était vraiment un grand manquement du manga des années 2000, le manga de Lee Okamoto, une de ses toutes premières séries. Et pour en parler avec moi, je suis accompagné de deux spécialistes de la bande dessinée nippone. D'abord Héloïse, comment ça va Héloïse ? Bah écoute, ça va très bien. Comme tu l'as dit, on va parler d'un manga. Je pensais jamais qu'il serait édité en France, donc belle surprise. Oui, hâte moi de non plus. tout ça, clairement. Je crois que la dernière fois que j'ai eu une surprise aussi énorme, c'est quand ils avaient annoncé que Bobobo sortait. Donc ça, c'est le même effet. Et pour en parler aussi avec nous, on a Guillaume. Comment ça va Guillaume ? Bah écoute, ça va très bien Cédric, effectivement, là je suis sur du manga, plus du jeu vidéo, incroyable, mais ça m'arrive aussi des fois de changer un peu mon paradigme, et puis j'avais beaucoup apprécié l'animé à l'époque, et du coup ça m'a fait plaisir de revoir un peu ce manga, en tout cas dans sa forme papier. Ben, tout à fait, c'était l'occasion de revenir dessus et de faire un petit comparo justement. Est-ce que les souvenirs liés à l'animé sont tout aussi frais ? À titre personnel, moi je ne l'ai jamais vu, donc je me suis vraiment basé sur la version manga pour découvrir le titre. Mais on va parler de tout ça juste après le jingle, mais juste avant, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez suivre notre actualité sur Twitter, venir discuter avec nous de manga, de cinéma, de comics, de jeux vidéo, de tout ce que vous voulez de lié à la pop culture sur notre Discord, et retrouver nos différentes critiques et émissions passées, présentes et à venir sur le réseau Aosha Micro Stockholm et sur notre page YouTube. On est parti pour la critique de Elfen Lied. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Elfen Lied, donc un manga de Lee Okamoto, Héloïse. Alors déjà, on peut commencer par un petit synopsis, histoire d'avoir un peu le contexte et les bases. C'est Donc, toujours bien. Toujours bien. Pour résumer très brièvement, donc en fait, Elfen Lied, ça va nous conter l'histoire des Diclonius, en fait, qui sont des êtres dangereux créés par les humains et donc forcément gardés dans un laboratoire un peu top secret. Mais sauf qu'après un accident, Lucie, justement une Diclonius, elle parvient à s'échapper de ce laboratoire en tuant beaucoup de personnes sur son chemin. Et blessée, elle finit par être recueillie par Kuta, un jeune homme qui se promenait par là avec sa cousine. Et forcément, l'armée va tout faire pour retrouver Lucie et pour l'arrêter dans sa course. Voilà, donc comme tu l'as dit, Elfen Lied, c'est un seinen manga écrit et dessiné par Lee Okamoto. De base, il a été prépublié au Japon dans les années 2002. Et donc, voilà, comme on l'a dit en intro, la version française arrive enfin chez nous et sort du coup en juin dans les éditions Delcourt Tonkam. Tout à fait, donc c'est 12 tomes chez nous, ça va être, ce qui correspond à quasiment 24 volumes au Japon, ce qui est quand même assez énorme. Bon, un premier truc qui marque quand on lit Elfen Lied, c'est que malgré le trait, bon on reviendra sur le trait après, mais malgré le trait on va dire lumineux et enfantin, parce que les personnages ont quand même des bonnes bouilles en général, ouais. Et on pourrait se dire ça va être une rom-com comme on les aime, surtout à cette époque-là. Le titre est très sombre, très violent, et un sous-texte assez particulier. Alors oui, justement, ça va être un des gros de l'œuvre, beaucoup de violence, beaucoup de gore et surtout des sous-textes qui, pour le coup, sont pas mal intéressants, pour moi en tout cas. Comme on l'a dit, en fait, là on va vraiment traiter de la différence entre une race pseudo-humaine, les Diclonius, et du coup la race humaine, entre guillemets. Et un des premiers points qui, moi, m'a semblé pas mal pertinent, c'est justement cette peur un petit peu de l'inconnu. En fait, du début jusqu'à la fin, en tout cas, de ces premiers tomes, les humains sont vraiment persuadés que les Diclonius vont détruire l'humanité. Voilà, s'ils vivent, ça va être un enfer sur Terre. Il faut les exterminer, sinon ils prendront notre place. Et donc forcément, pour canaliser cette menace, on va leur faire subir de la torture, on va les séquestrer, beaucoup de violence physique et psychologique. Donc forcément, de tout ça, il y a une question qui en résulte. Pourquoi l'humain a peur déjà ? Et surtout, est-ce que c'est pas l'homme qui va pousser justement les Diclonius à être violents ? Parce qu'on va très vite s'en rendre compte, mais toutes les scènes de violence assez hardcore qu'on va voir, ce sera de la légitime défense, entre guillemets. Ce sera juste les Diclonius qui voudront se défendre pour ne pas se faire tuer. Donc il y a vraiment ce sous-texte-là qui est intéressant. Pourquoi l'humain a peur ? Qu'est-ce qui se passerait d'avoir une autre race un petit peu similaire à la sienne ? Donc voilà, un sujet qui est pas mal complexe, peu abordé, il me semble, en tout cas à ma connaissance, et toujours intéressant. Ça rappelle beaucoup les X-Men, mais oui. La différence là, elle est quand même que les Diclonius, t'as raison, c'est la légitime défense, mais Lucie, qui est la Diclonius principale, elle est quand même très sadique et elle aime la violence, quoi. Ce qui est un truc en revanche qui est moins
mis en avant. Chez les X-Men en général, ceux qui sont prompts à la violence et au meurtre de l'autre race, c'est les méchants, c'est Magneto et la Ligue des Mauvais Mutants. Et là, c'est vrai que de la part de notre héroïne principale, le fait d'avoir autant de violence et de sadisme, en fait, c'est assez impressionnant. Bah après, c'est quitte aussi, dans le sens où bon, les humains, ils sont pas non plus super sympas. On a des scènes de torture qui sont absolument ignobles. Donc finalement, c'est un petit peu le revers de la médaille, entre guillemets. Mais bien sûr, mais comme les humains sont présentés au début comme les antagonistes, on pourrait se dire, oui, mais eux, ils sont bons et généreux. Et là, non, pas du tout. Tu vois, Lucie, elle est quand même, c'est quand même une sacrée connasse par moment. Guillaume, toi, tu voulais rebondir un peu sur le pitch de base, qui est quand même assez cliché, si on a l'impression quand on l'écoute au demeurant, quoi. Bah alors effectivement, oui, il est cliché, en tout cas dans le déroulé du récit, suite aux premiers événements qu'on voit dans les premières cases du manga et dans le début de l'animé. Le truc, c'est que en fait, je trouve ça assez intéressant la façon dont ils ont découpé le ton du manga, c'est-à-dire que au début, on part sur un ton très très scientifique, très guerrier, très sanguinolent forcément, puisqu'il y a le côté avec ce personnage-là qui va tuer à tour de bras tous les personnages qu'elle va croiser. Et en fait, ce ton-là, il ne dure que quelques cases, et finalement, ça retombe tout de suite en slice of life très enfantin. Et je trouve que la dichotomie entre ces deux ambiances, elle est intéressante, mais j'aurais aimé en fait que l'une prenne le pas de l'autre, alors que finalement on se rend compte qu'au fur et à mesure de dérouler du manga ou de l'animé, je trouve que la partie enfantine elle prend beaucoup plus la place du reste, et alors que les bases étaient posées, tu vois. Et effectivement, et en plus, moi en tout cas, je trouve que le titre qu'il a intéressant, on en parlait un tout petit peu avec Héloïse, sans trop révéler nos cartouches juste avant l'enregistrement, c'est le point de la violence. Moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que la violence, elle est dédramatisée d'une façon assez incroyable, au début en tout cas. Il y a un meurtre au tout début, il y a une nana qui se fait décapiter, et c'est montré sans aucun effet de drama, sans aucun effet de mise en scène particulier, même sans aucun effet de trame. C'est genre, on a l'impression qu'elle a débouché une bouteille de champagne, et non, elle a arraché une tête. Et la seule chose qui nous fait comprendre que c'est quand même un truc assez affreux, c'est la réaction des humains qui la voient faire ça, quoi. Et le manga s'autorise énormément de violence, mais décomplexée et déshumanisée, pour montrer la froideur du personnage de Lucie. Et je me suis demandé en fait à quel point il y avait un rapport. Déjà, le nom Lucie fait penser forcément à l'Australopithèque Lucie, qui avait été découvert dans les années 60 ou 70 de mémoire. Ouais, il y a un rapport très anthropophage avec cette idée, quoi. C'est ça, quoi. Est-ce qu'il y a le truc, c'est genre une espèce qui rencontre une autre, et on est similaire et en même temps on est très différent, quoi. Pour Lucie, on est vraiment une race du passé, quoi. C'est ce que dit d'ailleurs un personnage à un moment. Elle incarne l'avenir du genre humain, et si on veut pas que ce soit eux qui nous remplacent, c'est eux ou nous, quoi. Ce qui en revanche est une thématique des X-Men, mais en revanche dans les X-Men, personne décapite les gens automatiquement tout de suite comme ça, quoi. On est un peu plus soft. Donc, mais c'est vrai que moi j'ai pas vu l'animé, mais tout le monde m'avait dit que quand j'ai fait pointer ce mécanisme-là de la violence, on m'a dit ouais, mais l'animé fait la même chose. Et je sais pas, vous qui l'avez regardé, est-ce que c'est ça dans l'animé aussi, la violence était très dédramatisée? Alors bon, l'animé, forcément, moi je l'ai vu il y a longtemps, il doit avoir presque 10 ans maintenant, donc ça commence un petit peu à dater. Pour me remémorer un peu tout ça, j'ai quand même regardé quelques passages, il y a de très belles compiles gore qui existent sur YouTube. Non, il y a un traitement de la violence qui est vraiment différent, comme tu l'as très bien dit, Cédric, dans le manga, c'est très décomplexé, c'est très assumé, et c'est limite quelquefois poétique. C'est très bizarre dit comme ça, mais on n'a pas d'effusion de sang, on n'a pas du tout d'effusion de sang, c'est très subtil, c'est très blanc, c'est assez déconcertant finalement, alors que l'animé pour le coup a un tout autre parti pris. Il y a du sang dans tous les sens, ça gicle de partout, une simple coupure et c'est un raz-de-marée de sang. Vraiment, l'animé il a fait le choix d'avoir un traitement de la violence qui est très différent. Moi aujourd'hui, je préfère le traitement de la violence du manga parce que c'est plus intéressant en vue du contexte et du propos. Mais non, c'est vrai que si on veut regarder beaucoup de sang et beaucoup de violence, l'animé va plus nous satisfaire de ce point de vue-là. Bon, alors ça c'était nos points positifs. Maintenant, il y a tout le reste qui ne va pas, en tout cas selon... Il y a des points sur lesquels on est d'accord, je pense tous, il y a des points sur lesquels on est plus ou moins d'accord. Le premier point, moi je suis moins
d'accord avec toi, mais je sais que c'est un débat de fond entre toi et moi. C'est le fanservice ah là 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 là. C'est le fanservice à outrance. Donc tu veux en parler de ce fanservice? Je serais curieuse déjà, parce que je crois que t'as à peu près le même avis que Guillaume, donc je serais curieuse d'avoir déjà un peu l'avis de Guillaume là-dessus, voir toi ce que t'en penses justement un petit peu de tout ça, Guillaume. Allez, vas-y, d'abord nous, et après on se fait bâcher par les... Non, mais en vrai, je suis pas forcément en désaccord avec toi, ni forcément en accord avec Cédric. Le truc, c'est que en fait, le fanservice, il va servir le manga à certains moments clés, en fait, en fait, c'est une porte d'entrée vers une autre vision de la facette des personnages. C'est pas forcément vu comme un truc gratuit à chaque fois. Effectivement, j'ai eu cette impression que dans le manga, c'était une facette qui était beaucoup plus mise en avant, notamment par le côté un petit peu genre un peu Akamatsu du oh là là, je me retrouve à poil, alors que la situation le donnait pas du tout. Et ça, c'est un truc que je me souviens pas trop. Ken Akamatsu, c'est l'auteur de Love Hina et de Negima, entre autres. Et c'est un truc que j'ai pas trop retrouvé enfin, en tout cas, je me souviens très peu dans l'animé. L'animé était beaucoup plus dark dans mes souvenirs, alors que le manga, il appuie vraiment beaucoup sur ce point, même si c'est un truc, ça peut servir en fait à la découverte des personnages, pas charnel évidemment, mais beaucoup plus psychologique. Mais je suis aussi d'accord sur le fait que l'auteur, il abuse énormément de cette facette-là, et c'est pas forcément un truc que j'ai apprécié, notamment dans le manga, quoi. Moi, ça m'a pas dérangé, dans le sens que j'ai compris qu'il faisait déjà une vraie différence entre le Lucy, parce qu'il y a Lucy et il y a comment elle s'appelle, New, je crois. C'est New, c'est ça, notre nom, qui sont deux personnalités. On rentre pas trop dans les détails, mais globalement, elle a une double personnalité. Elle a une personnalité très moi, je dirais qu'elle est coconne, en restant gentille, parce que globalement, elle dit rien, et tu peux la poser comme une plante dans un coin et elle bougera pas trop, quoi. Et du coup, là où Lucy, elle joue d'une extra-violence, l'autre, elle est mise plus sur un plan sexuel, en fait. Mais qui sont toutes les deux facettes d'une même pièce. On en revient toujours au truc très cliché de Eros et Thanatos. Et en plus de ça, je trouvais ça intéressant le fait que l'idée de se dire c'est une comédie romantique, mais derrière chaque rom-com il peut y avoir un truc secret, complot, industriel. Ça, c'est un truc, attention, je vais faire un grand parallèle, donc je sais que Guillaume va peut-être s'étouffer, mais c'est un truc par exemple que fait Kojima, quoi. Kojima, il te mélange du techno-thriller avec des filles en maillot de bain ultra sexy, quoi. Il s'autorise un fanservice décomplexé. Parce que derrière, il y a une intrigue assez profonde, quoi. C'est desservir l'œuvre de Kojima que dire une chose pareille, Cédric. Je cautionne pas du tout. Alors, ça me fait du mal aussi de le dire, mais c'est les mêmes archétypes, on va dire. C'est les mêmes mécanismes de narration. Évidemment, je comprends l'idée. Donc voilà, mais après loin de moi le fait de mettre au même niveau que Kojidieu à jamais dans nos cœurs. Bien sûr. Mais mine de rien, le fanservice de Elfenlied ne me dérange pas, parce que justement, oui, il est too much. Oui, il arrive toujours au mauvais moment, et il est d'un ridicule au possible, genre quand il lui change ses vêtements ou quoi. Enfin, c'est complètement débile. Mais je trouve pas que ça soit comme justement Ken Akamatsu qui avait créé une œuvre pour du fanservice, dont le but même était avoué, c'était de faire une rom-com avec plein de fanservice pour les garçons. Là, je trouve que le mine de rien, je sais pas, je me dis, mais peut-être je me trompe. Mais du coup, c'est un petit peu plus insidieux, en fait. Bah, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même, mine de rien, il y a une idée derrière le truc de pas en faire juste un acte purement gratuit. Après, ça peut déranger, et ça, je le conçois. Je trouve ça juste moins gratuit qu'un Ken Akamatsu, par exemple. Voilà, vas-y, tu peux nous défoncer. Non, en soi, c'est intéressant, et il n'y a pas de souci là-dessus. Après, forcément, j'ai un prisme un peu différent, parce que je suis une femme, tout simplement. Mais pour moi, cette critique du fanservice, elle va s'enchaîner en 3 points. Déjà, ce que j'aimerais bien soulever, c'est que moi, ce qui me gêne, c'est pas la nudité. C'est-à-dire que dans Elfenlied, il y a beaucoup de scènes de nudité. Je pense notamment à cette première scène où Lucy s'enfuit du labo, où elle est complètement nue. Ça, c'est pas du fanservice, c'est beau, c'est subtil, ça va très bien avec un petit peu le thème du manga. Donc, ce que je reproche ici, ce n'est pas la nudité, c'est vraiment la mise en scène de la nudité. Et comme tu l'as très bien dit aussi, Cédric, ça s'enchaîne mal, mais vraiment trop mal. C'est-à-dire qu'on passe d'un plan très gore, d'un plan avec beaucoup de sous-texte, etc., beaucoup de tension, à tiens, j'ai touché tes seins sans faire exprès parce que je voulais te mettre un pull. On passe d'une scène ultra hardcore avec de la violence, avec beaucoup de remises en question, etc., à la cousine qui dit tiens, est-ce que tu voudrais pas toucher mes seins pour voir si c'est la même chose. Ça s'enchaîne super mal, et surtout, le gros point, ça dessert totalement les personnages. Alors, je suis totalement
totalement d'accord que Lucy, aujourd'hui, elle est divisée en deux. Il y a le côté Lucy badass, etc. et le côté Lucy un peu coconne, le côté new. Mais déjà, moi, ça me pose problème. C'est-à-dire qu'on a une opposition. L'inverse de la Lucy badass, c'est la Lucy conne, etc. Et c'est surtout la Lucy à poil. Je trouve ça... pas déjà gratifiant pour l'image de la femme, et surtout on essaye de construire un personnage badass, un personnage qui s'est fait torturer, un personnage qui a du vécu, qui a un background, etc. Tout ça pour nous la mettre dans des situations juste ridicules qui vont la faire passer pour une conne. Alors à ce point-là, je te reprocherai, enfin je te rétorquerai juste un truc, c'est que plein de héros de shonen passent pour des bouffons tout le temps. Tu vois, Naruto, quand tu vois les mêmes en classe de Naruto, c'est contrebalancé par le fait que c'est un gros teubé qui sait pas compter jusqu'à 10 au début de la série. Donc j'entends ce que tu dis sur le fait que c'est pas valorisant de l'image de la femme d'avoir un personnage badass qui finalement se retrouve à poil, mais Naruto qui est quand même... Normalement, il est censé devenir le maître de son village et le président de sa nation. Enfin, il passe son temps le cul dans la merde. Il y a des épisodes. Enfin, il y a quand même un épisode, je me rappelle, où il veut aller au shot, après, quoi. Tu vois. Enfin, c'est pas valorisant pour un héros, quoi. Et ne pas être à poil. Moi, si elle était juste conne, ça irait. Mais c'est pas pour. Ah mais ça, bien sûr. Il est là le souci. Donc voilà, pour moi, très sincèrement, ça m'a sorti totalement de l'histoire parce que voilà, on enchaîne des passages qui sont très intéressants. Tout ça pour tourner 2 pages après, avoir une situation de Heichi, un petit peu, bon j'exagère un peu avec ce terme-là, mais une situation juste gratuite qui est là pour souffler du nez en mode oh c'est drôle, elle décapite des têtes et après elle est là à écarter les jambes, c'est marrant. Donc voilà, ça gênera certains, ça n'en gênera peut-être pas d'autres. Moi je sais que ça m'a sorti de l'histoire. Je suis peut-être plus pour ce parti pris de si on veut faire une œuvre sérieuse, c'est bien de rester dans ces thèmes sérieux, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit à quelques moments de légèreté. Pour autant, ça demande un effort complexe de jouer avec fanservice et gore. Là, pour moi, le pari est juste pas du tout réussi. Et toi, Guillaume, du coup, au niveau de la nudité ? Non, c'est pas forcément pour dire si ça me plaît ou pas. En fait, je pense surtout que c'est une question de contexte. Il me semble que Lin Okamoto, il me semble que c'est une de ses premières œuvres. En tout cas en termes de... Oui. Ouais, on va en parler dans 2 secondes, mais oui, clairement, c'est une de ses premières œuvres. Et en fait, j'ai l'impression que les mangaka, de manière générale, qu'ils soient hommes ou femmes, pour leurs premières œuvres, en tout cas dans leurs premières publications, ils se forcent à faire beaucoup de personnages soit très dénudés, soit nus, tout simplement parce que c'est une sorte d'entraînement à faire des formes, tu vois, de personnages. Et je sais pas, il y a peut-être un truc à penser autour de ça, c'est que en fait, c'est plus une question d'usage, plus qu'une question de ton de l'œuvre en fait. Et je sais pas si dans quelle mesure Elfen Lied a fait œuvre de ce côté-là, mais moi je trouve que c'est peut-être un point intéressant à mettre en avant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Je te rejoins sur un point. C'est vrai que quand c'est une première œuvre, souvent t'es un peu inféodé à ce que veulent aussi les éditeurs. Oui, c'est vrai. Donc des fois, ça peut être compliqué de proposer ta vision, et t'es souvent dans des œuvres un peu plus clichés. Alors je dis pas que le mec, c'est pas lui qui l'a voulu, hein, ce truc-là, mais c'est vrai que on sait que par exemple, Ken Akamatsu, il a voulu s'éloigner à un moment de ce qu'il faisait avec Lovina pour proposer, sans enlever forcément le fanservice, mais en le baissant et en rajoutant de l'action avec Negima. Les éditeurs voulaient pas, et il a dû un peu tricher pour arriver à imposer cette vision d'auteur qui peut créer des récits d'action badass avec du fanservice, quoi, mais moins qu'à l'époque de Lovina où il y en avait vraiment toutes les scènes. Ouais, c'est clair. Donc peut-être qu'effectivement moi je connais pas assez l'œuvre de Lin Okamoto, là je m'avoue, grand newbie à ce niveau-là, donc peut-être bien que oui. Maintenant, là, je pense qu'on va tourner en rond. Je pense que Héloïse est aussi d'accord avec moi. C'est qu'on a donné nos arguments. Moi, j'entends parfaitement ce qu'elle dit et je comprends que ça puisse choquer. Moi, ça me choque moins que d'autres œuvres qui sont clairement assumées pour le fanservice, quoi. Là, disons que je lis Elfen Lied, je me dis pas « Ah, je vais avoir ma dose de nichon. Oui, je vais plus me dire « Je vais avoir ma dose de tête coupée et de moments goresques, quoi. Mais après, bon, maman goresque il y a, mais pas très bien dessiné. Je pense que là, c'est un point sur lequel tout le monde est d'accord. C'est ultra moche. C'est moche de tous les côtés. Non, sérieusement, disons que sur la forme, que ce soit en termes de traits, que ce soit en termes de découpage aussi, c'est assez compliqué. On est vraiment sur un design d'Otome Game des années 2000. En termes de proportions, c'est pas incroyable. D'une case à l'autre, parfois, les
comment dire, les personnages ne se ressemblent pas. Le découpage. Ah, les yeux, ils sont immenses, quoi. Enfin, les yeux, c'est au plat, quoi, les trucs. Ça ressemble plus à rien, quoi. C'est vraiment. C'est rare que je dise ça. Moi, je suis souvent quelqu'un qui accepte à peu près tout style de manga en termes graphiques. Vraiment, j'accepte de tout, même Bobo, ça me va. Là, c'est une des rares premières fois où je me suis dit, waouh, c'est vraiment pas beau. Putain, on a vraiment laissé ce mec-là dessiner parce que les traits ne sont pas beaux, quoi. Enfin, il y a des traits pas droits, comme tu dis, la mise en scène n'est pas toujours incroyable, quoi. Et vu que le découpage est très hasardeux et très maladroit, toutes les scènes d'action sont très floues, quoi. C'est un peu compliqué de s'y retrouver. Donc en plus de ce côté design purement personnel, d'un point de vue lecture et confort de lecture, c'est pas incroyable. Non, mais après il est sauvé, comme tu disais, par le fait qu'il y a beaucoup de moments aériens dans la mise en scène qui sont quand même pensés, dont la violence, on disait tout à l'heure, qui est très épurée. Et donc clairement on voit que le mec est pas... Mais surtout quand tu vois ses œuvres d'après, parce que je suis quand même allé regarder ce qu'il a fait récemment, c'est quand même bien mieux dessiné. Donc ouais, clairement le gars était vraiment un tout nouveau sur le marché. Et toi Guillaume, le dessin ça va, t'achètes? Non, je suis un peu de votre avis, c'est quand même pas dingo. Alors après, moi je mets ça aussi sur le fait que, à la limite, c'était une première œuvre, hein. C'est jamais toujours très opti, même s'il y a des mangaka qui arrivaient à faire des trucs incroyables pour leur première publication. C'est plus, à la limite, je me suis plus intéressé au niveau du scénario que du dessin en lui-même. Le vrai truc qui m'a gêné sur le dessin en lui-même, c'est pas forcément le design des personnages parce qu'ils sont assez simplistes. Je parlais de Ken Akamatsu, mais tu vois par exemple les personnages masculins et féminins, ils ont clairement parfois des têtes de personnages comme Narusegawa ou oui, c'est vraiment la même chose, tu vois, avec les fameuses antennes cheveux sur la tête là. Donc c'est un peu ça. Donc c'est pas forcément ça qui m'a gêné. Par contre, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est la cohérence entre le découpage, donc la cohérence entre le dessin des personnages d'une case à l'autre. Des fois, ils sont tout à fait normaux et l'autre, ils sont complètement déformés avec des plans des plans sur le côté de profil qui sont coupés à la cisaille et un remplissage qui est fait à la zob. C'est vraiment en termes de cohérence que ça m'a plus gêné plus que le design en lui-même des persos. Mais surtout que là, je vous reviens encore une fois à l'animé, mais il me semble que l'animé, il est plutôt joli, non? Enfin, moi, en tout cas, je connais que l'opening et 2-3 visuels que j'avais vus à l'époque, mais c'était pas dégueulasse à ce point-là, quoi. Parce que là, c'est vraiment pas beau, quoi. Ça a rien à voir. En termes de visuel, l'animé est beaucoup plus sympa à voir. Déjà, on a plus de problèmes, plus vraiment, du moins, de yeux au plat, clairement, donc c'est quand même plus sympa. Voilà, c'est quand même plus sympa. Même il y a vraiment une symétrie aussi un peu plus travaillée, c'est-à-dire que les personnages ils sont plus rapetissés avec leurs grosses têtes, etc. On a des formes, surtout les femmes qui sont plus longénines, donc c'est plus agréable à voir. Même un dessin qui est juste plus quali en fait, tout simplement. Tout le monde se ressemble, on sait qui est qui. Visuellement, l'animé est beaucoup plus sympa et pique vraiment pas les yeux. Bah effectivement, il s'embête quand même. En tout cas, en plus dans l'animé, il y a la couleur qui permet de mieux différencier les personnages. Même les Diclonius, elles ont pas les mêmes cheveux, je crois, en termes de couleur de cheveux et tout. Et surtout, l'animé, on en parlait tout à l'heure, mais il y a un truc qui m'a gêné. Enfin, moi, ayant vu l'animé en premier et le manga beaucoup plus tard, il y a un truc qui m'avait impressionné à l'époque, et je pense que ça a impressionné beaucoup de gens, c'est que des mangas, des animés aussi violents et aussi sanglants, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Ou en tout cas... en plus dans le milieu underground, on va dire, mais Elfen Lied, en tout cas, il a marqué pour ça, et je trouve que le manga, il fait le strict minimum là-dessus, en fait. C'est-à-dire que t'as des mangas qui sont réputés comme étant extrêmement violents, je pense à Hellsing notamment, qui est sorti à peu près à la même époque, il me semble, moi que je dis une connerie. Oui, un tout petit peu avant, mais oui, globalement, c'est la même période. Qui faisait des trucs mais incroyables d'une case à l'autre, avec des scènes ultra violentes et ultra gore, voire vraiment très très crues. Et là, en fait, je trouve que l'animé, il a fait beaucoup mieux de ce côté-là. Alors, ça arrive que l'animé soit meilleur, mais là, non seulement en termes de ton, en termes de visuel et en termes de cohérence, l'animé, il met 6-0 au manga, quoi. Et je trouve ça assez dommage, clairement. Bon. Bah écoutez, là on est tous d'accord, en tout cas à ce niveau-là. Un autre point sur lequel je pense qu'on va se retrouver, c'est les persos clichés, clairement. Il n'y en a pas un grandement qui sort du lot. Si, moi j'en retiens un quand même, c'est le soldat. Je trouve le soldat, il est intéressant, parce qu'il y a rarement des personnages de soldats, j'ai oublié son nom, le personnage ultra sadique, qui tu juste trouves pour le combat et tout. Je le trouve nul à chier. En fait, cliché sur pattes cet homme-là, au contraire.
Bah putain, moi je trouve pas, au contraire. Je me dis, souvent, tu sais, ils ont un peu de profondeur. Lui, il en a pas. Lui, sa fonction, Tuer. c'est je veux tuer des choses. Je veux tuer des choses et c'est tout. Ouais, mais c'est à Et outrance. je trouve ça intéressant en Cédric. plus parce que. Ouais, mais je trouve ça intéressant parce qu'ils ont fait une espèce de GI sur un point qui est rarement abordé aussi, enfin, si de plus en plus, c'est le fait que l'armée japonaise, elle a pas vraiment le droit de se battre et que c'est un peu des. C'est vrai qu'il en parle aussi de ça. Des nulos, quoi. Et il dit, moi putain, je sais que je suis un putain de soldat et je suis là pour niquer des gens et vas-y, je vais tout détruire. Et du coup, je trouve ça super intéressant ce qui lui arrive et le dilemme qui est proposé en plus comme alternative dans le deuxième volume. Et je me suis dit, ouah putain, j'ai trop envie de voir ce qui va devenir ce perso, quoi. Donc en vrai, ça m'a plutôt marqué parce que les autres sont vraiment tous très clichetons. Ouais, non, donc, c'est franchement, ça c'est aussi quelque chose qui m'a sorti du manga. Autant Lucie, bon voilà, elle a deux personnalités, un peu de profondeur, de la vengeance, on va dire que ça va. Mais par contre, le héros, enfin le couple de héros, la cousine et Monsieur Lambda, parce que je me rappelle même plus de son nom, tellement il est cliché, c'est assez aberrant, quoi. On a vraiment le héros gentil qui plaît à toutes les filles parce qu'il est gentil, mais qui a un passé sombre, donc forcément c'est un peu compliqué. Et on a la cousine, le love interest par excellence, qui ne se définit que par son amour envers son cousin. Ouais. C'est assez aberrant. Et ouais, Alors en tout cas sur le voilà. premier volume, En donc tout qui cas, correspond aux 2 volumes de l'édition Voilà. d'origine. Après, je sais pas comment vont être développés les persos. Dans l'animé, est-ce qu'il y a les plus développés que je ça? me rappelle plus trop. Bah, déjà, faut savoir que dans l'animé, petit fun fact, ça a été censuré. En tout cas, en VF, on parle plus de sa cousine, mais de son amie d'enfance. Donc déjà, ça en est un petit parallèle. Ah oui. Je me rappelle pas trop. Je crois que ça n'évolue pas trop. Enfin, on va découvrir un petit peu le passé de ce personnage, pas ce message masculin, mais bon. En fait, dans l'animé, il y a toute une partie slice of life qui est assez présente, mais le problème c'est qu'elle est tellement insipide qu'en Ouais. fait on s'en souvient pas. C'est ça. On met beaucoup plus en avant toutes les parties avec Lucie qui dézingue des mecs et sa double personnalité, alors qu'en vrai, toute la partie clicheton que tu voyais dans les animés de romance à droite à gauche, en fait, même là, elle est pas intéressante, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai un peu occulté ça de ma mémoire, j'avoue, mais voilà. Un peu la même chose, j'avoue aussi. D'accord, bon. Écoutez, un dernier point sur lequel on va discuter avant de refermer cette critique, c'est le rythme, tout simplement. Dans les derniers points négatifs que toi tu avais soulignés, Héloïse, tu trouves que par rapport encore une fois à l'animé, il n'y a pas de rythme. Bah, je sais pas si c'est moi ou pas qui suis trop lente, parce qu'à Banana Fish, j'avais fait exactement la même critique, mais je trouve que ça va vraiment très très vite. Tout s'enchaîne à une vitesse, c'est incroyable. Je pense que c'est aussi dû au fait que les seuls moments de plat qu'on a, c'est du fanservice, donc on n'a pas vraiment le temps de se poser parce qu'on souffle beaucoup du nez aussi. Mais je sais pas, je trouve que tout s'enchaîne très vite. En 4 pages, la Lucie a eu le temps d'être dans un laboratoire, d'aller sur la plage, d'aller à la maison, etc. Et en 2 tomes, j'ai l'impression que j'avais vraiment lu une version condensée. Je trouve ça vraiment dommage. L'animé, lui, justement, a ce parti pris d'avoir des scènes assez pesantes, assez lentes, qui justement donne ce côté un petit peu oppressif. Le manga, absolument pas, tout s'enchaîne et ça perd un peu en intensité. Et t'es bon, il y a déjà une scène de baston il y a 3 pages. Est-ce que ça m'étonne? Pas tant que ça. Ouais. Toi aussi, le rythme, c'est un problème, Guillaume? Ouais, c'est vraiment un problème dans le manga parce que je me souviens que dans l'animé, il y avait certaines scènes qui étaient beaucoup plus centrées sur la contemplation et donc qui donnaient en fait cet aspect en tout cas de calme après la tempête, notamment quand il s'est passé des scènes ultra gore. Et là, en fait, dans le manga, c'est un truc qui est complètement occulté parce que tu passes d'une scène à l'autre, tu passes d'une scène gore à une scène slice of life très rapidement. Et du coup, t'as pas le temps de te poser, et il y a un vrai problème aussi, ne serait-ce qu'en termes de rythme sur les scènes en particulier, c'est que tu vois vraiment rien à ce qui se passe parce que tous les plans sont rapprochés sur les personnages. Il n'y a pas de gros plans où tu vois à peu près ce qui se passe. Il n'y a pas ces moments où en fait tu sais exactement où t'es. Il y a beaucoup de plans qui sont très rapprochés sur les personnages, ce qui fait que tu as beaucoup de mal à te situer où est-ce que tu es, même en termes de temps. C'est-à-dire que c'est tellement, je veux pas dire c'est tellement mal dessiné, mais un petit peu, que en fait les phases de nuit, on sait même pas que c'est la nuit. Par exemple, sur la scène sur la plage, on a l'impression qu'elle est faite en plein jour, alors qu'il y a plein de mangaka qui arrivent à dessiner la nuit correctement, tu vois. Et là, j'ai l'impression que c'est mal fait. Et donc, ouais, c'est le découpage entier du manga et surtout la façon dont c'est dessiné qui fait que en fait, c'est mal rythmé, non seulement visuellement, mais en plus en termes de narration. Moi, ce qui m'embête le plus au niveau du rythme, c'est les relations avec les personnages. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Lucie,
elle arrive chez eux et en 2 chapitres, elle a toujours été là, quoi. Et je me dis, c'est bizarre parce que la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, ça va très vite, quoi. C'est-à-dire que le mec qui revient dans sa ville natale en un jour, mais t'as l'impression que ça fait déjà 2 semaines qu'il est là, alors que ça fait que 24 heures, quoi. Littéralement, le lendemain matin, ça fait déjà que 24 heures. Je me dis, mais ça prend pas le temps de bien poser les enjeux des persos et les enjeux de l'histoire, et c'est vrai que ça va très vite. Pareil, quand les nouveaux Diclonius arrivent, sans trop rentrer en détail encore une fois, mais ça va très vite, je trouve. Ah bon, mais il y en avait d'autres. J'avais pas compris ça, moi, en fait. Et c'est vrai que ça manque d'explications. C'est pas clair à ce niveau-là, et on est sur un rythme très soutenu pour un début d'intrigue. Maintenant, est-ce que c'est juste le problème de Lin Okamoto, ou est-ce que c'était déjà comme ça à l'époque ? Ce genre de manga, j'ai pas trop souvenir. C'est vrai que quelques mangas avaient un rythme assez rapide, mais pas comme ça, quoi. Et c'est vrai que ça le dessert encore une fois, mais après là on parle encore une fois de 2 volumes par rapport à l'édition originale et 1 volume sur cette nouvelle édition qui en comptera 12. Donc à voir comment le rythme va peut-être évoluer pour se calmer. Ça peut être aussi ce qui va être intéressant à voir, c'est est-ce que c'est pas tout simplement une œuvre évolutive, parce que comme c'est sa première œuvre, il va beaucoup progresser potentiellement sur cette série-là, quoi. Oui, c'est d'autant plus dommage qu'en vrai, moi j'aime bien le pitch de base, ils peuvent en faire quelque chose, enfin en tout cas dans l'animé, ils en ont fait quelque chose. C'est vrai que je vais pas spoiler, mais ils en font quelque chose. Mais dans le manga, on a l'impression qu'en fait, tout ça va pas aller crescendo, en fait. T'as pas l'impression qu'il y a une montée en puissance et il y a beaucoup de trucs qu'en fait on ne t'explique pas, et tu dois trouver par toi-même en fait la raison. Par exemple, quand t'apparaît les nouveaux Diclonius, en fait t'es pas au courant. Tu te dis ouais, effectivement il y a une nouvelle, mais genre on me l'a pas introduit, on sait même pas comment elle s'appelle, on sait même pas d'où elle vient. Alors que je me souviens que dans l'animé c'était beaucoup plus clair. Et justement, ces moments de parlotte et de contemplation étaient plus présents, ce qui fait qu'on arrivait plus à s'identifier au rythme de l'œuvre. Là, c'est pas le cas dans le manga, clairement. En tout cas, pas dans le début. Au final, tout simplement, la question que moi j'ai envie de vous poser, vu que vous avez vu les 2 versions, le manga et l'animé, est-ce qu'on achète plus le manga ou est-ce qu'on partirait pas plus sur l'animé ? Pour moi, en tout cas, si on... Déjà, rien que la forme, ce serait un gros problème. Donc, non, de visu, je sais pas si je vais être objective, mais pour moi, ce serait quand même mieux d'aller sur de l'animé pour le coup. Déjà, puisque c'est toujours sympa, ça reste un petit classique de l'animation, entre grosses guillemets. En tout cas, il a marqué une époque. Je sais que quand il est sorti, il y a fort longtemps, c'était un petit peu un ovni. Non, la forme est mieux, le ton est mieux, les scènes de fanservice sont quand même, il me semble, moins présentes. C'est plus gore, c'est moins subtil, mais pour autant, visuellement, ce sera beaucoup plus sympa. À choisir, regardez l'animé, et si ça vous plaît, bon, pourquoi pas feuilleter un peu le manga pour voir un petit peu d'où ça vient. Et toi, Guillaume, du coup, manga ou animé ? En tout cas, pour cette première partie de manga, je partirais beaucoup plus sur un avis plus positif sur l'animé. Je pense que si je le regarde encore aujourd'hui, je pense que dans ces 15 dernières années, voire 20 dernières années, il y a eu quand même plus marquant. Mais c'est vrai qu'à une époque, Elfen Lied avait ce côté très gore, très sanguinolent et très, voire subversif parfois, qui avait marqué. J'ai un bien meilleur souvenir de l'animé, et peut-être que ça restera qu'un souvenir, que plutôt ces premières pages de manga qui m'ont vraiment laissé sur ma faim et qui malheureusement, je pense, n'iront pas plus loin en termes de hype, quoi, clairement. Là où l'animé m'avait beaucoup plus marqué, et j'avais attendu les épisodes qui sortent dans la volée, quoi. Écoutez, moi, vu que je n'ai lu que le manga et je compte pas regarder l'animé tout de suite, je conseillerais quand même le manga, parce que malgré ses grosses faiblesses et le fait qu'il est effectivement très daté et pas très beau, il y a un potentiel intéressant, et il a un avantage à l'animé, c'est que lui, il aura une fin, parce que l'animé n'avait adapté que la première partie du manga, et donc là, on aurait normalement toute l'intrigue complète des aventures de oh là là, j'ai déjà oublié son nom, de Lucie. De Lucie. Et vous, qu'avez-vous pensé du manga ? Est-ce que vous préférez la version animée ? Ou bien est-ce que vous êtes vraiment un fidèle de Lin Okamoto depuis longtemps et vous êtes donc super content que ça sorte enfin, donc vous ne jurerez que par le manga ? Mais dites-le nous, tout simplement, sur les différents réseaux sociaux, sur notre Discord. Déjà, vous pouvez venir discuter avec nous de toute l'actualité de la pop culture, et dont les différentes sorties manga et animées. Et donc là, vous pourrez avoir un débat plutôt animé, plutôt manga. Bien sûr, notre Twitter pour retrouver toute notre actualité, ainsi que notre chaîne YouTube et le réseau Aosha Micro Stockholm pour retrouver nos critiques comme celle-ci et nos émissions passées, présentes et à venir.
On vous dit à la prochaine. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Merci Héloïse, merci Guillaume. Salut tout le monde. A plus, ciao.